Voilà, donc ce que je vais faire, c'est ça. C'est que je vais prendre VS Code, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler SMA BDCC. Alors, je vais ouvrir ce dossier-là. Donc, une fois que je crée ce dossier, eh bien, tout simplement, je vais ouvrir le terminal. Alors, dans ce terminal, bah, vous allez forcément vérifier si vous avez l'outil UV version. Alors, si vous n'avez pas UV, donc forcément, il faut l'installer. Alors, pour l'installer, vous pouvez chercher UV install, c'est très rapide. Une fois que vous avez ça, par exemple, sous Windows, si vous travaillez avec Windows, donc vous avez la commande. Pour macOS, vous avez la commande, etc. Donc, vous prenez la commande, vous la copiez sur PowerShell et vous allez installer UV. Donc, une fois que vous l'installez, vous quittez VS Code, vous le relancez et après, donc, vous devrez l'avoir. Une fois que nous l'avons, on va utiliser UV init. C'est pour initialiser le projet. Donc, ça nous permet de générer la structure du projet, notamment avec le fichier PyProject.toml. Vous voyez ici, ce fichier-là, c'est le fichier dans lequel vous allez trouver les dépendances. Donc, c'est à peu près l'équivalent de package.json ou bien pom.xml si vous voulez. Monsieur, Et puis, on va créer, oui, j'ai une question avec UV Init. Est-ce que ça crée l'environnement et l'active oui, c'est ce que je vais directement? faire. C'est ce que je vais faire. Ah. Donc, je vais créer un environnement virtuel. Donc, je vais utiliser UVVNV, Virtual Environment. Donc, vous voyez, donc, je crée l'environnement et on va l'activer. Donc, ici, la commande. Alors, si vous travaillez sous Windows, sous macOS, donc vous utilisez Source Activate. Ça, c'est activé. Si vous travaillez sous Windows, vous avez, ça vous le savez, donc la commande, vous allez vers le script Activate. J'ai mis ça dans les slides. Ouais, ici. Alors, pour Windows, vous utilisez ça. Vous allez vers le dossier et vous mettez script activate. Alors, si vous voyez que si PowerShell il vous autorise pas d'exécuter les scripts, donc ça vous le savez, vous devrez autoriser PowerShell à exécuter les scripts avec cette commande-là avant d'activer. Donc ça c'est pour faire démarrer. Voilà, une fois que j'ai activé l'environnement, ben, on va créer un notebook pour tester. Donc ici, je vais l'appeler SMA.ipynb. Donc ça, c'est notre notebook. On va sélectionner le noyau. L'environnement qu'on va utiliser, c'est l'environnement Python que nous avons créé. Et on va commencer à faire nos tests. Alors, si vous faites print test, vous exécutez. Voilà, donc une fois que vous êtes là, ça veut dire que vous pouvez commencer. Donc, la première des choses que je vais faire, je vais donc rappeler un peu les bases du prompt engineering. D'abord, on va installer une dépendance qui est TikToken. Bon, c'est très important de comprendre cette notion de tokenisation. Alors, pour utiliser TikToken, vous allez importer, import TikToken. Et puis, avec TikToken, on va créer un modèle, un tokenizer. Un tokenizer, par exemple, ici, égal, c'est TikToken. Et puis, vous avez ici, par exemple, encoding for model. Par exemple, supposons je vais utiliser le modèle de tokenisation qui va être utilisé par GPT-4o, par exemple. Donc, c'est comme si je suis en train de lui dire, donne-moi le modèle de tokenisation qui est utilisé par GPT-4o. Alors, si vous voulez voir les noms du modèle qui est utilisé, vous pouvez utiliser tokenizer name. Vous voyez donc, GPT-4o, il utilise un modèle de tokenisation qui est celui-là. Et donc, si vous connaissez le nom, vous pouvez créer le tokenizer d'une autre manière. Tokenizer égale TikToken.getEncoding et vous mettez ça. Et vous voyez donc cette ligne-là et celle-là, c'est la même chose. OK?
Donc, soit vous créez un tokenizer. Alors, ici, donc, j'ai ici quelque chose. Double quote. Donc, soit vous faites ça, vous avez un tokenizer, soit vous faites tokenizer get encoding et vous spécifiez le nom du tokenizer. OK? Alors maintenant, supposons j'ai un prompt. Un prompt égale par exemple. Alors, vous êtes un expert en IA agentique. C'est quoi un agent? C'est quoi un agent AI? Par exemple, ça c'est un prompt, j'exécute. Et donc, je voudrais savoir il y a combien de tokens qu'il y a dans ce prompt. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser tout simplement tokenizer encode. Je vais encoder le prompt. Alors, le prompt, j'ai mal écrit. Et ça va me donner un tableau de tokens. Alors maintenant, si vous voulez voir ce tableau-là, vous l'affichez, print tokens. Vous voyez donc les tokens, c'est des nombres ici, parce que chaque token, il va lui attribuer ce qu'on appelle un ID. D'accord? Et donc, si vous voulez voir le nombre de tokens, vous utilisez len de tokens. Alors ici, donc, vous voyez donc qu'il y en a bien 14. Mais si vous voulez voir le texte associé à chaque token, vous faites une boucle for token in tokens. Vous pouvez chercher une variable t égale tokenizer et vous cherchez la méthode decode single token bytes et vous lui donnez le token, c'est le nombre, c'est-à-dire vous lui donnez ce nombre-là, il va vous retourner le texte correspondant à ce token. Sauf que si vous voulez l'avoir en format texte, il faut utiliser decode et vous utilisez UTF-8 et vous affichez, c'est print t. Alors, vous voyez, dans notre cas ici, les tokens, voyez vous, c'est un token. Et c'est un token. Bon, ça, c'est comme ça que la première étape que fait généralement les transformers dans leur process. Alors, si vous voulez les afficher dans la même ligne, vous ajoutez ici AND, le séparateur, vous mettez un séparateur comme pipe, par exemple, ici. Oui, ça nous donne ça. Donc, c'est-à-dire le texte que j'ai ici, quand je fais la tokenisation, donc j'obtiens ça. Et d'ailleurs, vous allez voir que ça va vous donner le même résultat que vous allez obtenir avec... j'ai montré tout à l'heure le tokenizer de OpenAI. OpenAI tokenizer. Alors, si vous copiez votre texte ici, alors ça, c'est pas le bon. OpenAI tokenizer, c'est celui-là. Donc, si je copie ce texte-là, j'ai ça. Vous êtes un expert, etc. Donc, ça, c'est pareil. Alors, donc, cette première, donc, dans tout le process, vous allez toujours voir ce tick token parce qu'il est toujours utilisé dans le RAG, il va être utilisé dans pas mal d'étapes. Donc, pour vous, vous faites ce passage-là pour comprendre déjà la notion de tokenisation et comment compter le nombre de tokens qui sont dans un prompt. Et puis, maintenant, si vous voulez utiliser un LLM comme OpenAI, donc on aura besoin d'installer la dépendance, d'abord, LangChain. En fait, LangChain, on va beaucoup l'utiliser parce qu'il vous offre beaucoup de librairies très utiles pour l'IA générative. Et puis, vous installez LangChain OpenAI. C'est-à-dire, c'est un module LangChain, mais qui est dédié pour les modèles de OpenAI. Alors, si vous installez ça, donc vous allez juste importer from LangChain OpenAI. Vous importez une classe qui s'appelle Chat OpenAI. Et avec ça, donc, je vais créer un objet de cette classe, LLM, égale Chat OpenAI. Je spécifie le modèle
Par exemple, ici, je vais utiliser GPT for O, par exemple. Et puis, vous pouvez spécifier la température, par exemple, égale 0. Voyez ici, donc, je suis en train d'instancier cette classe. OK? Et maintenant, si vous voulez interagir avec ce LLM, eh bien, vous utilisez llm.invoke. Donc, je vais envoyer un prompt vers le LLM. Et bien, le prompt, vous suivez? Alors, donc, on va utiliser LLM invoke. Alors, pour les gens qui sont à distance, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me suivez? Ouais, ouais. OK, parfait. Donc, quand vous utilisez invoke, vous utilisez input. Et dans input, on va mettre maintenant un prompt. Et un prompt, c'est une liste de messages. Et vous voyez donc dans le prompt, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des messages. Chaque message, c'est un objet de JSON dans lequel l'attribut est plutôt rôle. C'est quel rôle? C'est système. Alors système, ça veut dire quoi? C'est système message. OK? Et après, le content. Le contenu de ce système message, c'est quoi? Eh bien, on va mettre un système message quelconque. Alors, on va dire par exemple, vous êtes, euh, vous êtes un expert en IA agentique. Et d'ailleurs, dans le système message, la première phrase qu'on écrit dans le système message, c'est ce qu'on appelle le persona. Le persona, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner un personnage, il faut nommer c'est-à-dire le LLM. Vous dites, vous êtes un expert en IA agentique, et après vous commencez à lui expliquer. Vous lui dites par exemple, vous êtes un expert en médecine, n'est-ce pas? Ou là, vous êtes un expert en mathématiques. Ou là, ça dépend du domaine dans lequel vous allez travailler. Vous êtes un expert qui travaille dans une clinique médicale, n'est-ce pas? Donc, c'est très important parce que quand vous lui dites, vous êtes un expert en IA agentique, eh bien, la réponse qu'il va vous générer par la suite, sachant qu'il est un expert, ça veut dire que il devrait vous donner plus de détails sur l'IA agentique. Donc, c'est la question du persona, c'est quelque chose d'important dans le prompt engineering. Et puis, je vais ajouter un autre message dans le rôle. Cette fois-ci, c'est user message. Et le contenu, je vais lui poser la question, c'est quoi un agent AI? C'est quoi un agent AI? Alors ici, donc, j'envoie ça, c'est un prompt dans lequel j'ai system message et j'ai user message. J'envoie le prompt, je récupère la Monsieur, réponse. Oui? monsieur, j'ai une question par rapport fichier JSON. J'ai pas Oui. compris pourquoi on a fait le fichier JSON. Ben, en fait, c'est cette librairie qui nous impose ça. C'est-à-dire un prompt. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Un prompt est défini par quoi? Il y a system message, il y a few short examples et user input. Mais tout ça, Oui. mais tout ça, c'est du JSON, hein. هذا c'est un Ah, objet de ok, ça JSON. marche. هذا c'est plusieurs objets de JSON, n'est-ce pas? وهذا c'est Hmm, un objet de JSON. non, ça marche. Merci. OK. Alors ici, donc, je voyais, donc ça, c'est system message. Et ça, c'est user message. Alors, si vous envoyez cette requête, vous allez voir, ça va pas marcher. Il va me dire l'erreur 401. 401, vous savez ce que ça? Vous n'êtes pas authentifié. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de API key. Je ne peux pas communiquer avec les modèles OpenAI si je n'ai pas le API key. Et ben, je vais chercher une clé OpenAI sur plateforme OpenAI. Ici. Donc, plateforme OpenAI, API keys, la clé. Je lui donne un nom. Je génère la clé. Alors maintenant, cette clé, où est-ce qu'on va la mettre? Alors, il ne faut pas la mettre dans le code. Donc ça, vous savez, c'est une mauvaise pratique. Parce que ici, quand vous créez LLM, vous pouvez ajouter ici API key. Et vous mettez égal. Vous pouvez coller la clé. Mais ça, c'est mauvais.
Parce que la clé, il ne faut jamais coder en dur la clé, les API keys, il ne faut pas les coder dans le code source. OK? Parce que c'est des secrets, donc il ne faut pas les partager le code source. Donc on ne va pas faire ça. Donc ça, il faut supprimer. La bonne technique. La bonne technique, c'est dans votre projet, vous créez un dossier, un fichier, .env, .env. OK? Un fichier dans lequel vous créez des variables d'environnement, OpenAI, API key, égale à quoi? Égale à ça. OK? Voilà. Donc, toutes les clés qu'on va utiliser, parce que vous allez beaucoup utiliser les clés. Pour faire, par exemple, une recherche web, vous aurez besoin d'une clé. Chaque API que vous allez utiliser, il va vous demander d'utiliser des clés. Alors ici, donc, j'ai cette clé OpenAI. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un moyen qui permet de lire ce fichier-là et de charger cette clé en tant que variable d'environnement. Et pour le faire, ben, j'ai besoin d'installer une dépendance qui s'appelle python.env. Python.env, donc cette dépendance, une fois que vous l'installez, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, tout simplement, vous allez importer from .env, IPython, vous allez importer une fonction qui s'appelle load.env. Une fois que vous voyez, donc à chaque fois je fais shift entrée, c'est pour exécuter. Hein. Donc sinon, vous faites ça. Alors une fois que vous faites ça, vous allez juste appeler la fonction load.env. Alors donc load.env, qu'est-ce qu'il fait au démarrage de votre application? Il va lire le fichier. Il va trouver des variables égale valeur. Et pour chaque variable, il va créer une variable d'environnement qui porte le même nom. Et donc, vous avez réglé votre problème. Mais sauf que ici, load.env, il y a un paramètre qui s'appelle override. Alors, si vous mettez true, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si déjà, il y a une variable d'environnement qui existe déjà, cette variable d'environnement existe déjà, elle contient déjà une valeur, on va l'écraser. On va la mettre à jour. Donc, si vous exécutez ça, vous allez voir ici true, ça veut dire que les variables sont chargées. Et maintenant, du moment que le API qui a été chargé définitivement, je peux tester. Alors, j'ai la réponse, il n'y a pas de problème. Je vais afficher la réponse. Print response.content. Alors, la réponse, normalement, c'est un objet JSON. OK? C'est un objet JSON, donc il y a beaucoup de contenu. Mais ce qui m'intéresse ici, donc, c'est le contenu. Alors, vous voyez donc ici, il me donne un agent AI et un système informatique conçu, etc. Bon, vous avez une description. Alors, par défaut, la réponse est générée au format Markdown. Donc, c'est pour cela, vous voyez ici, donc, vous savez, au Markdown, si vous avez ici double étoile, ça veut dire c'est du gras, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez interpréter le Markdown, vous pouvez utiliser, vous pouvez juste importer from IPython display, vous importez Markdown. Et comme ça, si vous voulez afficher, au lieu d'afficher ici, au lieu de faire print response.content, vous allez utiliser print display markdown de response.content. Et cette fois-ci, vous allez voir, donc, au lieu d'afficher ça, ce markdown code, vous allez interpréter, vous allez voir donc le résultat qui est ici interprété. OK? Alors, ça, c'est le deuxième test. Testez d'abord un LLM OpenAI. Après, une fois que vous le testez, il faut juste rappeler pour tester un LLM, vous pouvez utiliser Postman. Parce que ça, utiliser Postman pour tester, ça rend toujours la communication transparente. Donc, vous allez mieux comprendre que finalement, quand vous utilisez Invoke comme on l'a fait, ben, qu'est-ce qu'il va faire sur Invoke? Il va juste envoyer une requête HTTP avec post vers cette adresse-là, API OpenAI API key un response ici. Et puis, une fois que vous envoyez la requête avec post, il faut envoyer un header qui s'appelle authorization.
et dans lequel vous mettez la valeur, c'est quoi? C'est bearer, espace, et vous mettez la clé. OpenAI. CTRL V. Vous voyez? Donc parce qu'il faut envoyer la API qui est dans la requête, et après il y a le body. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le body? Il y a la question. D'abord, il faut spécifier le modèle. Alors je vais utiliser par exemple GPT 5.2, et puis vous avez input. Et dans input, c'est un tableau dans lequel vous avez des objets JSON. Le rôle, c'est système, virgule, content. Vous êtes, par exemple, vous êtes un expert en IA, par exemple. Et le deuxième message, dans le rôle user, et dans le content, c'est quoi? Un agent AI. Alors, si vous envoyez cette requête-là, vous envoyez la requête vers le LLM, OpenAI, et puis vous allez avoir la réponse. Et la réponse, il est JSON. Et dans la réponse, je vois output, et dans output, je vois content, il y a le texte, et ici, donc, je vois bien la réponse. Donc, vous voyez, donc, quand vous faites ça, c'est que vous êtes en mode transparent avec les LLMs. Et si vous avez fait ça, vous faites la même chose avec le modèle Ollama. Donc, Ollama, c'est un outil que vous avez besoin de télécharger. Ollama. Alors, il faut le télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez. Une fois que vous l'installez, vous allez regarder les modèles. Et vous voyez donc qu'il y a plein de modèles qui sont open source ici. Alors, tous ces modèles-là, on peut les télécharger dans une machine locale et on peut les utiliser. Par exemple, je vais utiliser Queen 3.5. Et dans Queen, vous voyez donc qu'il y a plusieurs versions. Il y a par exemple celui-là, c'est 6,6 gigaoctets de stockage, 1 giga, 2,7, 17 gigas. Vous voyez donc, ça veut dire que si vous voulez télécharger, il vous faut l'espace quand même. Et ça, c'est juste combien de billions de paramètres? C'est 27 billions de paramètres. Mais si vous voulez vraiment le plus grand, il faut chercher des modèles à 80, à 100, 200 billions de paramètres. Et donc, télécharger un grand LLM open source dans une machine qui n'est pas très puissante, c'est pas évident. Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est que si vous n'avez pas une machine qui est puissante, souvent c'est le cas, ce que vous allez faire, vous prenez les modèles qui se terminent par cloud. Par exemple, si je prends Queen 3.5 cloud, je prends copier. Eh bien, sur ligne de commande, directement ici, alors, si vous avez installé Ollama, si vous tapez Ollama LS, vous pouvez voir la liste des modèles que vous avez téléchargés. Alors ici, il y a Llama 3, il y a GPT OSS, tout ça, c'est des... Vous voyez donc, par exemple, GPT OSS, c'est combien quand même? C'est 13 gigabytes, n'est-ce pas? Mais par contre, si j'utilise par exemple ici, si je fais Ollama run celui-là, qui se termine par cloud, ben, il ne va pas le télécharger dans votre machine. Parce vous allez utiliser la version qui est déployée en cloud. Et c'est plus rapide. Pour vous, vous voyez, donc c'est démarré. Et vous pouvez commencer à interagir avec le modèle. Et vous pouvez le tester. Alors maintenant, si vous voulez le tester ici avec Python, ben, vous aurez besoin de la même chose, d'installer UV add LangChain Ollama. Et comme ça, vous allez importer from LangChain Ollama. Vous allez importer chat Ollama. Et la même chose. Et vous créez donc, vous créez un objet LLM2, par exemple, égal à quoi? Égal chat Ollama. Et vous donnez quel modèle?
Alors, je vais utiliser le modèle que j'ai démarré. C'est Queen 3.5 Cloud qui est en local. Et puis, la température, si vous voulez, mettez 0. Alors ici, vous n'avez pas besoin d'une clé parce que c'est open source. Il n'y a pas de clé parce que c'est en local. Et puis, je vais tester. Et bien, pour tester, je fais la même chose. J'envoie la même requête ici. Donc, c'est LLM2, invoke. J'envoie la requête. Et là, maintenant, c'est le modèle, c'est pas OpenAI, c'est plutôt, je suis en train de poser la question à Queen. Et vous pouvez faire la même chose pour DeepSeek, vous pouvez faire la même chose pour Llama, la même chose pour OSS, etc. OK? Bon, une fois qu'il me donne la réponse, je vais afficher la réponse de la même manière ici. Il est un peu lent celui-là. Là. Alors, ici, la réponse. Et vous voyez donc la réponse, il vous donne ça. Donc, ça, c'est la réponse de Queen à la question. Et ça, c'est la réponse de OpenAI à la question. Alors, ce test-là, il est important à faire. Alors, au lieu d'utiliser Queen, vous pouvez bien utiliser d'autres. Alors, pour quitter, vous mettez /by, Lama ls. Le Lama 3.2, par exemple, il est plus rapide. Au Lama, run Lama 3.2. Et je pose la question à ce modèle ici. Donc Lama 3.2. Voilà. Alors cette fois-ci, Lama 3.2, c'est téléchargé en local. Et vous avez la réponse. OK? Alors la même chose, vous pouvez tester avec Postman. Ben, vous faites la même chose, vous envoyez une requête avec Post vers localhost. C'est localhost. Le port par défaut de Olama, c'est 11.43.434 V1. Et bien la même chose, ici il n'y a pas de clé, vous allez directement vers Badi et vous mettez ici, qu'est-ce que vous allez mettre? C'est le modèle, c'est Lama 3.2. Et puis vous mettez, mais c'est plutôt ici, il y a input, il y a aussi messages, ça va marcher aussi. Alors messages, les messages, et vous mettez les messages. Alors ici, role, c'est par exemple directement user, et content, alors c'est quoi? Un agent AI. Quelque chose qui manque? Oui, 2 points aussi. 2 points, tout à fait. Merci. Alors, j'envoie la requête. Alors, modèle, messages, c'est bien ça. Je sens que j'ai raté quelque chose. Alors, modèle, c'est Lama 3.2. Ici, input. C'est pas dans l'URL, response. Alors, non, non, l'URL, c'est localhost. C'est bien ça, l'URL. Mhm.
c'est localhost, ça, V1, oui. HTTPS. Vous êtes en HTTPS, monsieur. Ah, c'est pas En local. HTTPS, vous avez raison, vous avez HTTP. raison, vous avez raison. Voilà, c'est HTTP. Voilà. Alors, vous avez 401. D'ailleurs, ici, c'est pas la bonne. Alors, ici, localhost, c'est ça. Voilà. C'est localhost 114.34 API chat. Voilà. Et puis, donc, ça va vous donner ça vous donne la réponse. Alors, quand vous allez analyser la réponse, vous allez voir que par défaut, Olama, il vous répond en mode streaming. D'ailleurs, voyez la réponse ici 1. Après, vous allez trouver un agent A. Donc, il répond par défaut en mode streaming. Donc, si vous voulez travailler en mode bloquant, il faut ajouter un paramètre ici qui s'appelle stream et vous mettez false. Et comme ça, vous attendez la réponse. Une fois que la réponse est générée complètement, c'est à ce moment-là qu'il va vous l'envoyer. Et comme ça, vous recevez la réponse en un seul bloc, ici. Vous voyez? Donc, ça vous donne ça. Alors, vous voyez, donc ça, ces premiers tests, il faut les faire. C'est les bases du prompt engineering. Et après, vous allez voir le cas de génération d'images. Alors, pour cela, vous mettez LM, par exemple, 3, égale chat OpenAI. Je vais utiliser toujours le modèle. Le modèle, c'est GPT-4o, par exemple, ou bien 5.2. GPT 5.2, ça, c'est le dernier, hein, GPT. Alors, température, je vais mettre 0,5. Et puis, je vais maintenant lui demander de générer l'image. Je vais lui dire LLM3.invoke. Invoke. Mais le problème, si vous dites à GPT-5, je veux une image, ben GPT-5, il ne génère pas les images. Donc GPT-5, il est comme GPT-4o, vous lui donnez le texte, il vous donne le texte. Vous lui donnez l'image, il vous donne le texte. Mais il ne génère pas les images. Donc, si vous lui demandez de générer les images, lui-même, il a besoin d'utiliser un autre modèle qui est Daily, qui est lui qui génère les images. Et donc, comment on va lui dire ça? Comment on va lui dire, si je te demande de générer l'image, tu vas utiliser un tool. Donc, si vous voulez, on va lui attacher des tools. Ok. C'est exactement ce qu'on fait. D'ailleurs, quand vous êtes dans ChatGPT, quand vous allez faire la recherche, parfois vous cochez web, n'est-ce pas? Ou bien vous cochez génération d'images. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de lui dire, tu peux utiliser ces tools. OK? Alors, si vous voulez faire ça, eh ben, vous utilisez tout simplement ici LLM with tools égale, c'est LLM 3 bind tools. Et quand vous dites bind tools, vous mettez, c'est quoi les tools? C'est un tableau de tools. Et chaque tool, par exemple, pour la génération d'images, son type, c'est image generation. Et puis la qualité de l'image, si vous voulez, la quality, vous mettez low ou bien high. Voilà. Alors maintenant, ici, on va pas dire LLM3, mais on va dire LLM with tools invoke. On va invoquer quoi? On va invoquer un prompt. Alors ici, donc, le prompt, si vous voulez, input, dans lequel vous mettez message, etc. Alors, par exemple, ici, on va mettre le message, le rôle, c'est user, et la question, le content, c'est, on va lui dire, je veux, par exemple, je veux une image d'un petit chien avec des lunettes, un costume qui code du Java.
Alors ça, c'est un prompt. OK? Je récupère la réponse. Alors ici, maintenant, ce modèle, même si c'est GPT-5, en quelque sorte, on est dans un agent derrière. C'est-à-dire, je pose la question, lui, il ne sait pas générer l'image, mais il va utiliser un tool. Ce tool, c'est quoi? C'est Image Generation, qui va lui permettre de contacter un autre modèle qui lui permet de générer l'image. Eh bien, une fois que cette image est générée, on va l'afficher. Et si vous voulez afficher une image, vous aurez besoin d'importer from IPython display, vous importez image. Et puis vous utilisez tout simplement image et vous affichez l'image. Alors, sauf que l'image, la réponse ici, l'image, elle est envoyée au format base64. Vous savez, dans les images, donc il peut vous envoyer l'image sous forme de l'URL. Ça veut dire, je vous donne l'URL et vous allez vers l'URL pour télécharger l'image. Ou bien je vous envoie l'image au format texte, ce qu'on appelle le format base64. C'est pour cela que vous aurez besoin d'importer un package qui s'appelle base64. Et donc, vous pouvez utiliser ici base64. base64 décode, on va décoder l'image. L'image se trouve dans response. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser content. Alors, content, on l'utilise quand il s'agit du texte. Mais ici, les images, on va utiliser content blocks. Et dans blocks, il y a plusieurs. On peut récupérer plusieurs images. C'est une liste. On va utiliser la première image. Ici, donc, on suppose qu'il va générer une seule image. Et quel est l'attribut qui m'intéresse ici? C'est base64. C'est-à-dire, dans ce bloc-là, il y a un attribut base64 dans lequel on trouve l'image au format texte. Alors, si vous faites ça, vous voyez, donc voilà, ça donne ça. Donc, il vous a généré un petit chien avec des lunettes qui est en train de coder du Java. Voilà. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est text to image. Alors, maintenant, je vais faire l'inverse. Image to text. Alors, j'ai besoin d'une image. Donc, je vais prendre, par exemple, l'image du RAG. Cette image PNG, c'est là. Copier, c'est une image que je vais copier ici. Et puis, voilà, le path de l'image, c'est RAG PNG. Si vous voulez afficher l'image, il suffit d'utiliser image de path. Ça vous permet d'afficher l'image, donc ici, il n'y a pas de problème. Et puis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser LLM4 égale chat OpenAI. Le modèle, je vais utiliser toujours GPT 5.2. La température, peu importe. Si vous ne mettez pas la température, par défaut, il va choisir une valeur, par défaut. Et puis, vous dites tout simplement LLM. Maintenant, on a besoin d'envoyer une image. OK? Alors, pour envoyer l'image, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser LLM 4 invoke input. C'est un tableau de messages. Alors maintenant, le message lui-même, vous savez, il y a quelque chose que je n'ai pas montré ici. Alors, au lieu de faire, par exemple, au lieu à chaque fois d'écrire ça, de mettre un objet de JSON, role system, role user, vous pouvez importer from LangChain messages. Vous importez une classe qui s'appelle system message. Il y a human message. Et puis il y a iMessage. Et donc ici, au lieu de faire ça, au lieu de faire system message comme ça, je vais utiliser tout simplement system message. Et je mets le texte ici. Virgule. Voilà, je supprime ça. C'est la même chose. Et au lieu d'utiliser ça, je vais utiliser human
message. Et c'est quoi la question? C'est celle-là. Et je supprime ça. Ouais, donc ça permet de... Donc dorénavant, vous allez beaucoup voir system message, human message et iMessage. Il y a 3 types de messages, si vous voulez. Ça marche. Donc ce qui fait que ici, je vais utiliser, au lieu de faire ça, je vais utiliser human message. OK? Alors dans human message, il y a content. Mais cette fois-ci, le contenu, c'est pas du texte. C'est un tableau dans lequel je vais envoyer plusieurs informations. Parce que ici, le prompt, je vais envoyer un texte et une image. Parce que je vais lui dire, explique-moi ce que s'y trouve dans cette image. Fais-moi la description de cette image. Donc ici, je vais avoir ici le type. Le type du message, c'est texte. Le texte lui-même, c'est quoi? Je vais lui dire, c'est explique-moi ce que tu vois dans cette image. Donc ça, c'est le message texte. Virgule, et je vais envoyer l'image. Cette fois-ci, le type, c'est image URL. Et dans ce cas-là, image URL, c'est quoi? Eh bien, maintenant, il faut envoyer l'image. Mais l'image qu'on va envoyer, c'est une image en format base64. Pour cela, il faut envoyer un objet dans lequel il y a l'URL. C'est quoi la valeur? Cette fois-ci, on va envoyer l'image au format base64. Alors, vous savez, pour quelqu'un qui n'a jamais converti une image en format base64, il y a un site qui s'appelle base64 Image Encoder. Vous pouvez regarder une image quelconque. Je prends par exemple ici l'image celle-là. Il l'a converti en base 64. Ouais, donc c'est du texte. Ouais, donc l'image base 64, c'est ça. Et vous voyez donc l'image base 64, ça commence toujours par data, image, png, base 64, virgule. Donc je vais prendre cette chaîne-là et je vais la mettre ici. Et puis maintenant, le reste, c'est l'image elle-même. Et là, j'ai besoin de convertir mon image ici qui est au format binaire en format base 64. Alors pour cela, je vais utiliser Open. Je vais ouvrir l'image PAT en format readbytes. Ça c'est as file, ça c'est un fichier. De points. Et je vais chercher l'image et MG. Alors ici pour moi l'image c'est quoi? C'est B64 décode, encode. On va encoder l'image en base 64. Mais où se trouve l'image? Il se trouve dans File et j'appelle la fonction read. Donc vous voyez donc la fonction read ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de lire le fichier, c'est des données binaires, et je le convertis en base 64. Mais si vous voulez que ça reste du texte, je vais utiliser des codes UTF-8. Alors, ce code que vous êtes en train de faire là, c'est exactement ce que j'ai fait avec l'autre outil. C'est-à-dire, j'ai pris une image, je l'ai convertie au format base 64. Donc, je vais prendre cette image maintenant ici et je vais la mettre ici comme variable. Et pour cela, je vais utiliser un texte formaté. Comme ça, je peux mettre ici directement la variable et mg. Alors, si j'exécute ce prompt, voilà, je peux afficher le résultat. Print, display, markdown, response.content. Vous voyez ce qu'il vous donne? Il vous dit que l'image, cette image-là, illustre
le fonctionnement d'une application RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire un système qui combine une base de données, une base de connaissances et un LLM. L'ingestion de ingestion. Un PDF est découpé en split. Vous voyez bien? Un PDF est découpé en split. En plusieurs morceaux, chunk 1, C1, C2, C3. C1, C2, C3. Chaque chunk est transformé en embedding. Allahu Akbar. Un vecteur de nombre, etc. Et vous allez voir, bon, ici, il a bien compris, mieux que quiconque, qu'est-ce qu'il y a dans cette image. Alors, pour vous, donc voilà, donc vous voyez ici donc la description et vous lisez bien, donc il a compris donc comment fonctionne le RAG, il vous explique. Donc ça c'est juste pour insister sur la capacité des modèles des LLMs de comprendre le texte et aussi de comprendre les images. OK? Alors ça c'est donc la première partie. Donc vous voyez ici, vous allez trouver dans ces slides-là, vous avez tout ça. J'ai fait TikTok, hein, j'ai passé par Olama. Alors, juste un dernier exemple, par exemple, le cas de l'analyse des sentiments, par exemple, je suppose, par exemple, je veux effectuer une analyse des sentiments. Je vais créer un prompt, comme ça. Alors, supposons que ça, c'est ici. Donc, je fais effectuer une analyse des sentiments basée sur les aspects des avis concernant les ordinateurs portables présentés en entrée. C'est-à-dire, on a par exemple des clients qui vont envoyer des commentaires sur leurs avis sur les PC qu'ils ont achetés. Et puis, ces utilisateurs, ils vont dire, par exemple, euh, sur plusieurs aspects, moi les aspects qui nous intéressent ici, qu'il y a l'écran, le clavier et la souris. Donc, c'est-à-dire, ils vont vous dire, j'ai beaucoup aimé l'écran, mais le keyboard n'est pas bon, la souris, elle est très bonne. Donc, ils vont vous envoyer un message texte dans lequel ils vont exprimer leurs avis sur les laptops qu'ils ont achetés. Et donc, on va lui dire, pour chaque avis présenté, identifiez la présence d'au moins un des trois aspects, les home screen, keyboard, pad. Attribuer une polarité
de sentiment. C'est-à-dire pour cet avis-là, on va attribuer une polarité qui peut être soit positive, soit négative, soit neutre, à chaque aspect. Et puis je vais lui dire, organisez votre réponse au format JSON, avec les en-têtes, les champs suivants. Catégorie, il contient la liste des aspects, et la polarité, liste des polarités correspondant à chaque aspect, c'est-à-dire wash positive ou la négative ou la neutre. Et puis je vais lui dire si l'un des aspects n'est pas présent dans l'avis de l'utilisateur, tu supposes que la polarité est neutre. Alors ouais, donc ça c'est un exemple de prompt. Je vais l'envoyer au LLM. Ici donc je vais créer LLM5 par exemple, égale chat OpenAI. Alors le modèle c'est GPT 5.2 par exemple. Et puis je vais envoyer voilà, LLM5 invoke input, c'est un tableau de messages. Le premier message c'est system message. Alors c'est quoi system message? C'est cette variable que j'ai ici, system message. Et puis il y a human message, la question de l'utilisateur. Alors human message c'est, je vais lui dire par exemple, j'ai aimé l'écran, la souris est mauvaise et le clavier, ben, je vais l'écrire déjà. Ma fille, chef. Alors, bah, c'est juste dire qu'en fait, c'est ça la puissance des LLM, c'est que la question de langue, vous trompez dans la syntaxe, vous utilisez un peu de français, un peu d'arabe ou parlez n'importe quelle langue, finalement, il va comprendre. Vous allez voir. Donc ici, donc j'ai ça. J'ai la réponse. Donc ça, c'est... Il va me donner une réponse. Je vais afficher la réponse. Print response.content. Ouais, donc cette fois-ci, il m'envoie la réponse au format JSON. Il a bien respecté ce que je lui ai dit. Je lui ai dit le format JSON, je veux catégorie, dans lequel j'ai les aspects qui sont présents dans l'avis, et puis la polarité. Pour chaque avis, pour chaque aspect, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, ou bien neutre. OK? Alors ici, c'est négatif. Ma fille, chef, pour lui, c'est négatif. C'est mauvais. C'est clair? Alors maintenant, vous voyez, donc ça c'est un exemple dans lequel je vais faire une classification. Je donne un texte et je récupère un objet JSON structuré. Et maintenant, si vous voulez exploiter ce JSON, il faut juste importer JSON. Eh bien, on va convertir ça en un dictionnaire en utilisant JSON. Donc ici, result par exemple. C'est JSON loads. Je vais charger. Plutôt, c'est load, c'est bien ça. Ou bien, voilà, dumps. Dumps ou loads. Je vais charger du texte. Parce que ça, c'est du texte. Mais le problème, c'est que ce texte-là, regardez, il commence par triple backticks JSON. Donc, je dois supprimer ça. Et je dois supprimer également ça. C'est-à-dire, à la fin, je dois supprimer ça. Comme ça, je vais prendre que cette partie-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser ces response.content.
et je vais utiliser replace. Je vais remplacer JSON, ça. Je vais chercher JSON, ça. Je vais le remplacer par une chaîne vide. Et puis, je vais encore remplacer ces triple backticks par une chaîne vide. Bon, ça me donne maintenant un objet structuré. Vous l'affichez, print. Maintenant, si vous mettez print result, vous voyez maintenant, il y a catégorie. Vous voulez afficher que la catégorie, vous mettez print result de catégorie. Bon, ça devient un dictionnaire. Donc, vous voyez, donc je vois ici que les catégories. Je vois les polarités aussi. Donc, polarity. Je veux polarité de 0. C'est positif. Donc, ça veut dire que vous passez, ça c'est ce qu'on appelle, c'est un output qui est structuré. C'est-à-dire, je lui pose la question, mais je suis en train de construire une réponse qui est structurée. C'est-à-dire, j'obtiens un objet qui contient des données structurées que je peux exploiter. Alors, quand on va utiliser LangChain, notamment les agents, vous allez voir que il y a toujours des outils, au lieu de faire tout ça, parce que maintenant, vous voyez, dans cette activité-là, vous faites des choses, mais qui vont être faites par d'autres librairies par la suite. Mais je pense que dans un premier temps, voilà ce que je vous demande de faire, c'est de travailler cette première partie chez vous. Une fois que vous terminez cette partie-là, vous allez trouver une deuxième vidéo qui montre un exemple de l'analyse des sentiments, c'est-à-dire une démarche complète. Alors, vous allez trouver l'enregistrement vidéo qui montre comment faire cette opération-là. Et je vous conseille vivement de prendre le temps de faire ça, parce que ça, c'est vraiment ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est les bases de l'IA agentique. Après, si vous faites l'IA agentique avec du Spring, ou bien avec Python, ou bien avec JavaScript, c'est la même chose. Parce qu'après, dans tous les langages, vous avez des frameworks, mais il faut comprendre les fondamentaux de base. OK? Est-ce que c'est clair? Oui. Le code Classroom, s'il vous plaît. Alors, le code Classroom, je vais le partager dans le groupe. D'accord? D'accord. OK. Alors, elle est là. Le Classroom, je vais vous le donner. Il est... Ah ouais. Le code, c'est Agentic AI N7. Agentic AI N7, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, Anna, j'ai compris comment déjà... J'ai oublié le nom. Votre nom, c'est Nour. Nour. Oui, Nour. Nour, oui. Ouais. Nour, c'est dans l'autre classe, le SDA. Donc, c'est pour cela. Alors, donc, vous l'avez ici. D'accord? Alors, je vais le laisser dans le chat. OK? Alors, le soir, vous allez trouver donc cet enregistrement et vous allez trouver donc la suite. Et comme ça, la prochaine fois, en fait, la prochaine fois, on va plutôt la consacrer purement le RAG et puis les agents AI. Voilà. On va s'arrêter à ce niveau-là parce que vraiment, c'est fatigant. Voilà. Bonne journée. Vous êtes en vie? Je vois que des pouces. Merci, monsieur, également. Voilà, voilà. Je vois des fleurs, je vois tout ce que je veux, mais j'entends pas les voix. Voilà, donc à la semaine prochaine.